Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Difficultés structurelles, manque d'attractivité. Le secteur de la santé scolaire est en crise depuis des années. Les assises de la santé scolaire voulues par la ministre Elisabeth Borne, on en parle tout de suite avec nos invités. Le projet Voltaire revient avec son célèbre concours de vocabulaire et d'orthographe pour les élèves. Les 10 meilleures équipes des 5 continents s'affronteront d'ailleurs en finale, en multiplex et en direct sur la chaîne School TV. On en parle avec son fondateur en seconde partie de cette émission. Dans sa chronique, Emma Ferré nous emmène en Irlande où le sujet de la bière sans alcool autorisée pour les enfants fait polémique, on l'imagine bien. Mais tout de suite, place à l'actu avec Emma. Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On démarre ce journal avec la proposition de Gabriel Attal qui consisterait à interdire le voile aux moins de 15 ans. Oui, le président du groupe Ensemble a présenté hier ses mesures pour la jeunesse et la lutte contre la délinquance. Et parmi elles, un fameux retour sur la question du voile. Et il serait là sujet de l'interdire aux mineurs. Une mesure qui ne convainc pas, y compris au sein de son propre camp. La ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, s'est d'ailleurs exprimée à ce sujet en disant « J'ai les plus grands doutes sur la constitutionnalité de cette mesure et de fait, la question se pose. » Gabriel Attal était ce matin au micro de Sonia De Villers sur France Inter, interrogée quant à la mise en place de cette proposition. Combien il y a de filles de moins de 15 ans en France qui portent le voile, à votre avis ? Un rapport vient d'être remis au gouvernement que j'avais commandé quand j'étais Premier ministre. Il parle, je cite, d'un phénomène qui n'est pas encore endémique, mais qui est présent sur tout le territoire national. Et donc, Sonia De Villers, pour reprendre les propos qui sont les vôtres, le sujet pour moi, c'est moins le voile. Moi, je respecte le droit d'une femme qui décide librement de porter le voile. Je suis attaché à la liberté de conscience, à la liberté de culte, évidemment. En revanche, une jeune fille, une fillette de 5-6 ans, comme c'est décrit dans ce rapport... Combien il y a de fillettes de 5-6 ans qui portent le voile en France ? Je reprends les mots de ce rapport. Pas encore endémique, mais combien ? Pas encore endémique, mais présent sur tout le territoire national. Le rapport... Mais donc ça veut dire qu'il y a encore temps d'agir. Aux policiers, puisqu'il faut agir concrètement, comment vous allez agir ? Aux policiers d'arrêter des petites filles et de contrôler leur âge dans la rue pour savoir si elles ont 13, si elles ont 14 ans ou si elles ont 15 ans, si elles font moins ou si elles font plus que leur âge pour verbaliser des petites filles de 13 ans dans la rue ? Pas du tout, Sonia De Villers. Je crois qu'on a été assez clair quand on a présenté la mesure sur le fait que c'est évidemment... Elisabeth Borne s'est elle-même posé la question, elle est la numéro 2 de Mais hier, on a présenté en conférence de presse les différentes propositions. Il a été assez clair que c'est évidemment pas des fillettes qui vont être verbalisées ou poursuivies, puisque la responsabilité en l'espèce, une jeune fille, une fillette de 5-6 ans, de 7 ou 8 ans, c'est pas son choix que de porter le voile. Il lui est imposé par des parents, par une association. Comment contrôler ce port du voile, mais aussi comment faire passer cette mesure. Des docteurs en droit public comme Lorraine Bakir y voient la possibilité d'aggraver les discriminations. Et toujours sur France Inter, Gabriel Attal revenait par exemple sur l'interdiction dans l'espace public de la burqa. Pour ce qui est de la burqa, vous dites, ce n'est pas le voile qui était visé. Non. Effectivement, c'était une mesure d'ordre public. C'est ça le terme juridique qui a été employé. Précisément, la mesure sur laquelle on a travaillé depuis plusieurs mois avec des juristes, avec des constitutionnalistes, dont certains se sont d'ailleurs exprimés dans la presse, c'est la protection de l'enfance. C'est ça le terme juridique qui va être employé. Pour rappel, l'interdiction de la burqa avait été rendue possible puisqu'elle couvrait le visage du citoyen dans l'espace public, ce qui contrevient à la loi. Le voile, en revanche, n'est pas concerné, lui, par cette application. Alors pour le sénateur François Patrilia, il n'y a pas de course à l'échalote avec les Républicains. Il est sur Public Sénat. Quand on veut protéger les enfants contre, j'allais dire, l'autorité dans ce domaine ou la volonté des parents, je pense que tout ce qui peut... D'ailleurs, dans les 10 mesures qu'il a proposées hier, il y en a 4 qui protègent les enfants. Donc moi, quand on veut protéger les enfants, j'ai dit que sa position sur le voile pour les mineurs, moi, j'étais pas choqué. Ça a choqué certaines ministres, anciennes ministres. Moi, ça n'a pas choqué parce que je pense... Vous avez compris ce argument ? Vous savez, j'aime beaucoup Elisabeth Borne. Non seulement c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, soutien. On peut être en divergence sur ce point-là. Je pense que la protection des mineurs, le fait qu'ils puissent voir des médecins 2 fois avant leur majorité, le fait qu'il y ait plus de prévention pour eux, tout ça ne me choque pas. Interrogé lui aussi, le Premier ministre François Bayrou a dit son intention de ne pas faire de l'islam un sujet de fixation de la société. Autre interdiction, et pas des moindres, contre laquelle il faut lutter selon le haut-commissaire à l'enfance, celle de la disparition des enfants dans les espaces publics. Il y a un droit à l'enfance, c'est ce qu'a répété la haut-commissaire Sarah El Haïry au sujet de la tendance No Kids qui semble se répandre dans la société. Et si ça nous est déjà tous arrivé de souffler un peu face à des enfants trop bruyants dans les transports ou au restaurant, eh bien ce sujet ne doit pas être pris à la légère. Faustine Calmel a tendu son micro à des mères.
Soit on joue avec nos enfants et ils font un peu trop de bruit pour ceux qui bossent ou qui ont envie d'être tranquilles, soit on les met sur des écrans et on a aussi les regards des gens qui trouvent qu'on s'occupe pas d'eux. Des stratagèmes trouvés par les parents et qui s'apparentent à un problème de vivre ensemble pour Edwige Chirouter, professeure de philosophie et spécialiste des sciences de l'éducation. C'est une forme de discrimination envers les personnes les plus vulnérables. Donc c'est une question qui n'est pas seulement qu'un repli individuel, mais qui dit beaucoup de choses sur comment on arrive ou pas à vivre ensemble aujourd'hui. La sénatrice socialiste Laurence Rossignol plaide pour ce droit des enfants à gesticuler et prendre leur place dans l'espace de tous. Elle a d'ailleurs déposé une proposition de loi pour proscrire les espaces interdits aux enfants. Lui aussi est attaqué pour sa représentation de l'enfance, mais par les associations de protection. Cette fois-ci, le dessinateur et auteur de BD Bastien Vivès est devant le tribunal aujourd'hui. Oui, Bastien Vivès est jugé aujourd'hui et demain devant le tribunal de Nanterre pour diffusion d'images de mineurs à caractère pornographique. Alors pour rappel, la polémique avait démarré avec son album Petit Paul, paru en 2018, qui mettait en scène un enfant de 10 ans avec un sexe aux dimensions démesurées ayant des rapports avec des femmes adultes. Un auteur connu pour ses parodies et son ton graveleux, mais dont l'exposition à Angoulême avait déclenché l'ire des associations de protection de l'enfance. Ce sont des BD très faciles d'accès, y compris à un public mineur, en quelques clics Internet, alors qu'elles sont, tout dessin qu'il soit, des scènes d'inceste. Versus censure, Richard Malka, l'avocat de Bastien Vivès, lui répondait au micro de Charlotte Piret. C'est une honte. On pourrait aussi demander à interdire la Bible, parce que je vous rappelle que les filles de Lot font boire leur père avant de le violer et de tomber enceinte. Dans l'Iliade et l'Odyssée, Zeus viole Ganymède et Europe. Donc je pense qu'il faudrait aussi interdire l'Iliade et l'Odyssée, de même que tous les polars. Si on met le doigt dans cet engrenage d'interdiction, c'est un gouffre d'obscurité que nous avons devant nous. Des albums pour la plupart interdits aux moins de 18 ans. Le dessinateur, lui, plaide l'humour. Je suis un auteur de bande dessinée, je ne suis pas là pour penser les plaies de la société, œuvrer pour la morale, mais juste pour donner à réfléchir, avait-il réagi en février 2025 dans un communiqué à l'AFP. Et on termine ce journal par une bonne nouvelle dévoilée dans une enquête de Santé publique France aujourd'hui. La cigarette aurait de moins en moins la cote chez les jeunes. Oui, les études confirment les observations de terrain. Les jeunes se détournent de la cigarette, plus conscients de leur santé, et puis l'image de la cigarette est aussi moins cool qu'avant. Ils abandonnent cet aspect d'intégration qui poussait les jeunes à s'en griller une beaucoup trop tôt, au lycée, voire même parfois au collège. Mais ce n'est pas un miracle pour Marion Adler, qui est tabacologue. C'est aussi le résultat des politiques publiques. Il y a de plus en plus d'aides pour arrêter le tabac. Et il y a aussi une prise de conscience de la dépendance financière au tabac. C'est ce qu'elle disait à nos confrères d'RMC ce matin. Alors, bonne nouvelle, évidemment, mais le tabac continue toujours à tuer près de 4000 personnes par an et il concerne 15 millions de fumeurs quotidiens. La prochaine idée des tabacologues est donc d'interdire totalement la cigarette dans les espaces publics, y compris ouverts, comme les terrasses ou les parcs. Merci beaucoup Emma pour ces infos. Interroger la manière dont l'école doit se structurer pour permettre de répondre aux enjeux concernant le bien-être des élèves. Voici en substance la mission de ces assises de la santé scolaire qui se sont déroulées la semaine dernière. On détaille tout cela avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Brice Castel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du syndicat unitaire des assistants sociaux de la fonction publique FSU. Merci d'être là. Docteur Christophe Clèche, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin de l'Éducation nationale et secrétaire général du syndicat national des médecins scolaires et universitaires, UNSA Éducation. Vous l'avez compris, on parle de santé aujourd'hui, mais santé scolaire précisément. Mercredi 14 mai ont lieu les assises de la santé scolaire. Des années, effectivement, que des rapports font état d'une urgence pour la santé scolaire. Pourquoi, selon vous, j'aimerais votre réaction à tous les deux, ne s'en saisir que maintenant? Qui veut démarrer? Peut-être. Eh ben, je peux y aller, oui, des années. Alors c'est vrai que ça fait des années qu'il y a la problématique santé scolaire et plus largement de la santé des élèves. Elle est au cœur du sujet à l'Éducation nationale. Pourquoi maintenant? Sans doute parce que pour deux raisons principales, selon nous. La première, c'est parce qu'il y a des éléments concrets sur la santé mentale des jeunes, sur le mal-être, sur le fait que les inégalités scolaires, sociales, de santé explosent au sein des établissements scolaires.
scolaire. Ça, c'est la première raison, et donc il était nécessaire de s'en saisir. La seconde, sans doute, parce qu'on a un ministère aujourd'hui qui avait besoin de pouvoir afficher une communication politique engagée à destination des élèves, et que c'était un sujet qui jusque-là était un angle mort et permettait de pouvoir faire un exercice de communication ministérielle. La situation avant Covid était déjà assez lourde, pour autant peut-être pas aussi dramatique que maintenant. Enfin quand même, pourquoi autant de temps, selon vous, docteur Christophe Klech, pour s'en saisir? La problématique est bien plus ancienne que ça. Voilà. Ça fait plusieurs dizaines d'années que nous vivons une situation qui s'aggrave en permanence. Il y a eu moult rapports sur l'état de la santé scolaire. Je vais citer les derniers. En 2017, le rapport de l'Académie de médecine. En 2018, le rapport de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. En 2021, le rapport de la Cour des comptes. En 2022, le rapport 3DS. En 2023, le rapport REDA. Tous ces rapports ont fait les mêmes constats et ont bien mis en évidence l'urgence à agir. Et personne n'a agi. Alors pourquoi? C'est une bonne question. Alors peut-être, espérons-le, il y a une véritable prise de conscience de la part des politiques du degré d'urgence, du danger qui nous menace et donc de l'urgence absolue à agir. L'autre raison, c'est que, on verra peut-être au cours de cette émission si on détaille un petit peu les annonces, c'était quand même globalement aussi une opération de communication sur le plan santé mentale. Eh bien oui, parce que c'est là où j'allais le dire, effectivement, urgence à agir, ok, mais est-ce qu'on n'est pas dans un effet de com'? Parce que vu qu'il y a eu quand même pas mal de réactions, alors vous n'êtes pas les seuls syndicats présents en France, vous êtes assez nombreux effectivement à avoir réagi, mais aussi rien que les familles en fait qui sont intéressées au sujet. On voit bien que ça a déclenché quand même pas mal de questionnements, en tout cas, si ce n'est de réactions terribles, d'angoisse par rapport à la situation. Je le rappelle quand même, il y a près de 12 millions d'élèves grosso modo, en France, pour 900 médecins scolaires. Ça, c'était les chiffres de 2022. Est-ce que ça a encore baissé? Je n'ai pas le chiffre. Ça a baissé de façon drastique. Depuis 2022? Depuis 2022. Alors je vais vous dire pareil, je vais vous faire un petit peu l'historique, un bref historique. 2023, 750 médecins à la rentrée. 2024, 650. À la rentrée prochaine, encore 100 de moins, 150 de moins. Donc ça veut dire qu'on a perdu 30% déjà en 2 ans? On perd globalement 100 médecins par an. Essentiellement des départs en retraite. Il faut savoir que parmi les médecins restants, plus de la moitié ont plus de 60 ans. Pardon. Ce qui veut dire que dans les 5 ans qui viennent, cette moitié-là partira. D'accord. Voilà. Et pour les médecins restants, plus jeunes, en fait, en grande majorité, ils ont tous plus de 55 ans. Voilà. Donc il y a une urgence absolue à attirer des médecins vers l'éducation nationale, sans quoi... Je crois que vous venez de dire le mot, en fait. C'est le problème de l'attractivité du métier. Peut-être une réaction, Brice Castel, justement. Est-ce qu'on peut parler à la fois peut-être de désertion du métier ou en tout cas de manque d'attractivité absolument criant? On peut parler de manque d'attractivité, voire de désertion. Alors pour les médecins scolaires, c'est vrai. Pour les assistantes sociales scolaires également. Ça vaut aussi pour les infirmières scolaires et les psychologues de l'éducation nationale qui sont concernés par ces assises. Les constats, on les partage toutes et tous au niveau des organisations syndicales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation elle est dramatique, que les concours ne font plus le plein, que les collègues, toutes professions confondues, quittent l'éducation nationale ou cherchent à quitter l'éducation nationale parce que les conditions de travail ne sont pas bonnes, parce que les moyens ne sont pas suffisants et qu'il y a une perte de sens dans l'exercice des missions et qu'il y a pourtant une urgence à pouvoir rénover l'attractivité. Ça passera par les salaires évidemment, parce qu'il y a un vrai sujet sur les salaires qui n'a pas été abordé dans le cadre de ces assises de la santé scolaire ou en tout cas à la marge, mais ça passera aussi par les moyens pour améliorer les conditions de travail et permettre d'exercer les missions qui sont complémentaires entre ces 4 professions, de les exercer dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas actuellement. On va évidemment aborder les sujets que l'on imagine tout de suite, qui sont donc effectivement les salaires et les conditions de travail. Mais vous venez de dire la perte de sens. Ça veut dire quoi une perte de sens quand on est médecin? C'est quand même une vocation, on le sait. L'enseignement, c'est pareil, c'est une vocation. Qu'est-ce qui se passe alors qu'on sait à quel point les élèves aujourd'hui, pour plus de la moitié, sont dans une situation vraiment soit de déprime, soit voire même de dépression grave? Alors, en tant que médecin, je laisserai mon collègue répondre, qui lui-même est médecin, mais moi je peux donner une illustration en tant qu'assistant social.
manuel scolaire où, je pense que vous avez le sujet se pose également. La perte de sens, c'est par exemple, une de nos missions, c'est la question de la protection de l'enfance, des élèves qui viennent nous voir et qui sont en situation de danger ou en risque de danger chez eux, qui viennent se confier. C'est une démarche qui n'est pas évidente pour eux. Nous, notre travail, il est effectivement de les accompagner, mais aussi de pouvoir les protéger quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, ce qu'on constate par exemple, c'est que quand on alerte et qu'on veut protéger un enfant, il y a des listes d'attente des fois qui s'étalent sur 1 an et demi, 2 ans avant qu'il y ait une mesure de protection qui soit mise en œuvre. En attendant, c'est l'assistante sociale et plus largement l'ensemble des adultes de l'établissement qui se retrouvent à accompagner cet élève dans des conditions de vie qui sont non seulement préoccupantes, mais qui sont assez graves pour qu'il y ait nécessité de protection. Et là, ça fait perdre tout le sens de tout le l'exercice. sens, et puis un poids, une responsabilité absolument énorme. Une réaction effectivement à cela. La perte de sens, c'est déjà l'impossibilité de faire notre métier. En réalité, quand on a 20, 30, 40 000 élèves sur son territoire, comment voulez-vous faire un vrai travail? Oui, parce que même avec 900 médecins pour 12 millions d'élèves, déjà c'était absurde. Mais alors là, 650, vous venez de me donner un chiffre. Voilà. Donc en fait, on travaille tout le temps dans l'urgence. Donc on éteint un petit peu les incendies à droite à gauche. On est sollicité pour les situations les plus extrêmes et pour ces situations qui nécessiteraient qu'on y passe évidemment beaucoup plus de temps. Mais en fait, on ne peut pas parce que tout de suite, on est appelé sur une autre situation. Donc on a sur le terrain des partenaires qui sont en grande difficulté, qui font un travail formidable. Tout le monde fait un travail formidable à l'Éducation nationale. Tout le monde. Mais les enseignants, par exemple, qui sont au contact direct et permanent des enfants, qui voient ces enfants en grande souffrance, qui sont eux-mêmes en grande souffrance, qui voient les autres élèves aussi en grande souffrance, parfois, en fait, ils se censurent, ils ne nous appellent pas parce qu'ils savent qu'en fait, on est très peu disponible. Vous voyez? Donc, ils essayent de gérer au maximum et ils nous appellent quand vraiment ils ne peuvent plus. Mais finalement, des fois, on intervient presque plus pour eux que pour les élèves. Vous voyez, il y a une détresse aussi. Eux manifestent cette détresse. Donc ça, c'est la perte de sens. Et la perte de sens vient aussi du fait que notre administration, finalement, nous emploie à des tâches qui sont souvent assez éloignées de la médecine. C'est des tâches administratives. C'est-à-dire exactement comme quoi? En fait, on répond à des demandes institutionnelles, c'est-à-dire que nous sommes engagés dans les procédures de l'éducation nationale et dans ces procédures, à un moment ou à un autre, il y a besoin d'un avis médical, d'une signature, d'un tampon, etc. Et donc, on nous demande surtout d'être présent à ce moment-là. De valider les vaccinations, par exemple, comme ça? Non, c'est même pas forcément médical. Là, je parle de tout ce qui est procédure d'aménagement d'examen, procédure d'affectation pour les élèves en situation de handicap, enfin, là où en fait on pourrait faire un boulot, et on fait le boulot de toute façon en amont, mais on est très pris aussi au moment de donner notre avis. C'est pas du côté assistance sociale justement aussi ça, enfin Sistana en tout cas, quand on a sur des situations avec la MDPH, avec des positionnements d'élèves en situation de handicap? Alors, ça l'est de toute façon, la dimension, il y a plusieurs dimensions, mais on a des politiques, alors moi je vais utiliser le terme de politique éducative, sociale et de santé, mais qu'on pourrait élargir, qui est de plus en plus morcelé via des dispositifs. Et qui, pour chaque dispositif, entraîne un travail administratif, un travail de dossier qui confisque du temps dédié aux élèves finalement. Et c'est vrai que la réalité de terrain, c'est que nos collègues nous disent qu'en permanence, elles doivent prioriser dans les situations. Elles sont sur 3, 4, 5 établissements en même temps, donc une journée maximum dans l'établissement. Elles doivent prioriser quand elles arrivent les élèves qu'elles vont recevoir dans la journée, mais aussi le travail de lien avec l'équipe de l'établissement. Alors je ne parle même pas des médecins scolaires parce qu'on a du mal à les voir malheureusement dans les établissements, tant ils sont peu nombreux et tant nous, on est peu présents dans les établissements aussi au regard des moyens qu'on a, mais en fait on est tout le temps en train de courir et on a cette insatisfaction permanente de ne pas faire notre travail à la hauteur de ce qu'on voudrait pouvoir le faire. Ces tâches administratives, tout le monde les critique, notamment depuis l'avènement de Musk où il expliquait clairement qu'il allait réussir aux États-Unis. Bon, en tout cas, déviation légère du sujet, mais comme vous en parlez et qu'on voit bien à quel point c'est lourd et à quel point ça prend de la place et ça vous empêche de faire vraiment votre métier, est-ce que vraiment on pourrait s'en passer ou est-ce qu'il faudrait le gérer autrement? Est-ce que c'est toujours une situation, une question de moyens? Bien sûr qu'on peut s'en passer. Il faut simplement rationaliser un petit peu les procédures. Et puis il faut, il faut remettre la médecine au cœur de nos missions.
Vous voyez, enfin, il faut vraiment se baser sur les compétences des gens. C'est-à-dire qu'à l'Éducation nationale, on embauche du personnel de santé qu'on emploie à des missions qui relèvent plus ou moins de la santé, on va dire. Voilà, il y a toujours un rapport, mais ce ne sont pas strictement des missions de santé. Et donc, ça passe par un travail sur la révision des missions. Il faut réfléchir et réformer en profondeur les missions qui sont celles de l'éducation nationale et des médecins de l'éducation nationale. Pas véritablement. L'essentiel des mesures, c'est sur la santé mentale. Voilà, sur les 12 mesures qui figurent là dans la plaquette disponible sur le site du gouvernement, 9 concerne directement la santé mentale. Effectivement, Elisabeth Borne a dit que c'était une priorité absolue, effectivement, cette santé mentale. Alors, ça l'est évidemment dans un sens, mais on voit bien que ce n'est pas la seule situation. Les élèves dont la santé mentale se dégrade se retrouvent face à des portes fermées côté infirmerie, côté psy, vous l'avez dit aussi. Ça veut dire que qui se retrouve finalement, et c'est ni de votre faute ni de la vôtre, on l'a compris, mais qui se retrouve face à eux sont les profs? Alors, ça dépend, là aussi, il y a une distinction entre le premier degré et le second degré, hein, évidemment, mais dans le premier degré, évidemment que ce sont les enseignants, puisqu'ils sont finalement, pour ainsi dire, tout seuls. Dans le second degré, il y a les enseignants d'une part, et puis il y a le personnel de vie scolaire d'autre part. Les surveillants, les conseillers principaux d'éducation, pardon. Et finalement, l'ensemble des adultes qui sont présents se retrouvent à devoir porter des situations qui ne relèvent pas nécessairement de leur mission, pour lesquelles ils n'ont pas forcément une formation nécessaire, et donc ils se retrouvent aussi à des fois porter des situations qui sont difficiles et qui sont lourdes émotionnellement, sans savoir vers qui se tourner, faute d'étayage autour, et donc ça c'est un vrai sujet. Elisabeth Borne avait lancé ces assises pour en fait rassembler, pour consulter, hein, je cite, les différents acteurs de la santé scolaire. Et c'est là où je me pose cette question, c'est-à-dire qu'en fait c'est une consultation réelle, c'est-à-dire que vous avez soumis de vraies idées, j'imagine, de vraies propositions. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été écouté, ou finalement les 12 mesures, moi j'en ai 10 sous les yeux, bon, on est quand même très très loin de la réalité de ce qu'il finalement vous avez fait remonter? Alors, pour commencer, déjà, nous, les propositions, ça fait des années qu'on en fait à différents niveaux. Il n'y avait pas besoin d'organiser des grandes assises de la santé scolaire si c'était uniquement pour recueillir nos propositions. Je pense que le diagnostic a été partagé. On avait un certain nombre de propositions à faire. Pour autant, ce qu'on a constaté dans ces assises, c'est que avant même le début de ces assises, les grandes orientations des mesures annoncées étaient plus ou moins déjà décidées. Que c'était une consultation, peut-être pas de façade, mais qui visait surtout à servir une opération de communication beaucoup plus qu'à étudier en profondeur les raisons des difficultés rencontrées actuellement. Oui, je vous en prie. Pardon, je suis d'accord avec Brice Castel. Hein. J'ajouterais quand même que Mme Borne a eu quand même le mérite d'organiser ces assises. Voilà, il faut quand même lui reconnaître ce mérite-là. On ne peut pas être absolument négatif. Effectivement, les constats étaient faits depuis longtemps. On avait l'impression que ces assises étaient déjà largement construites avant le début de la consultation. Mais le mérite de Mme Borne, ça a été de les organiser et de faire quand même à la fin un certain nombre d'annonces, qui restent des annonces, qui restent des promesses en l'état actuel des choses, qui vont peut-être être difficiles pour un certain nombre à mettre en œuvre, parce que ça nécessite aussi de modifier les textes de loi, hein, notamment pour les annonces concernant le PAP ou le bilan de 6 ans. Mais au moins, ces assises se sont tenues et des annonces ont été faites publiquement devant des représentants de tous les personnels de l'éducation nationale, devant les organisations syndicales, devant les représentants des parents d'élèves, devant les représentants des collégiens et les lycéens et devant la presse. Donc c'est quand même une bonne chose. Vous le dites, le bilan à l'âge de 6 ans, donc ça veut dire en grande section. Normalement, il devrait être fait. Il est fait à peu près, je crois, à hauteur de moins de 20%, il me semble. C'est possible, c'est envisageable pour tous les élèves ? Non, dans l'état actuel des choses, non. 20% déjà, c'est assez ambitieux. Hein, ça, c'est au-dessus de la réalité, probablement. Quelle est la réalité ? Il y a des territoires, bon, c'est probablement plus proche des 10% que des... Voilà. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, si je devais voir toutes les grandes sections sur mon secteur, une année scolaire à ne faire que ça n'y suffirait pas. Voilà. Donc, non, clairement, on ne peut pas.
la ministre se concentre sur la structuration de la santé scolaire et sur des partenariats engagés avec les services de santé des collectivités, des centres médico-psychologiques, le secteur de la pédopsychiatrie. Et c'est là où je me pose une question un peu naïve, mais comme on sait qu'il manque énormément de personnel aussi dans ces lieux-là, je me demande comment on peut l'imaginer. Je vois que vous souriez, donc ça me rassure, c'est que je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Non, la réponse est dans la question, très clairement. C'est-à-dire qu'on imagine des partenariats avec des secteurs qui sont eux-mêmes en grande difficulté, qui sont eux-mêmes quasiment sinistrés. La pédopsychiatrie est sinistrée en France. Alors effectivement, les besoins en santé mentale, ils sont évidents. C'est catastrophique. Il y a 50% des élèves qui ont des plaintes psychiques ou psychosomatiques régulières. Il y a 13% des 6-11 ans qui ont au moins un trouble de santé mentale. Ça, c'est l'enquête ENAPI récente. Il y a un quart des adolescents qui ont eu des idées suicidaires. Des idées suicidaires. Il y en a plus de 10% qui ont fait au moins un passage à l'acte. Ça, c'est l'enquête en classe. C'est des enquêtes très récentes et c'est des enquêtes post-Covid. Mais encore une fois, les signaux d'alerte existaient déjà avant le Covid. Le Covid a joué un rôle probablement d'amplificateur. Mais les choses ont continué à s'aggraver après le Covid. On est maintenant à 5 ans du Covid. Et la situation continue à s'aggraver. Donc, en fait, une collaboration étroite avec tous ces organismes. En réalité, cette collaboration, elle existe déjà quand c'est possible sur le terrain. Le constat qu'on fait, c'est que à la fois au niveau de l'éducation nationale, on est, j'allais dire à l'os. C'est peut-être excessif, mais je crois que ça ne l'est pas tant que ça en termes de moyens humains et de disponibilité. Et les services de pédopsychiatrie ou d'autres services sont aussi dans une situation très difficile. Donc, on peut imaginer tous les protocoles qu'on veut. Il y a un moment donné où si on ne met pas l'investissement nécessaire pour un petit peu desserrer le circuit, ça n'avancera pas plus vite. Par ailleurs, sur la santé mentale, il faut quand même que, quand on parle de santé mentale aujourd'hui, et en mettant le focus dessus, à juste titre, on regarde des chiffres qui ont été cités et qui sont effectivement assez inquiétant. On ne peut pas s'abstenir à l'éducation nationale de traiter aussi de la question de ce que fait l'école dans son organisation, ce qu'elle fait subir, j'allais dire, aux élèves, aux enfants, aux adolescents, dans son organisation et dans son fonctionnement. Et à un moment donné, la santé mentale, on ne la traitera pas que sous le prisme curatif ou d'accompagnement. Il faut aussi qu'on puisse le traiter sous le prisme préventif et aussi du système dans lequel les élèves et les enfants adolescents vivent. Et aujourd'hui, c'est aussi un angle mort dans ce qui est abordé. Et oui, c'est repenser l'école, évidemment. Et on parle encore une fois de santé mentale, bien entendu, des jeunes, des enfants, mais aussi de tout le personnel enseignant et de tout le personnel, effectivement, je dis médical au sens large. Donc j'englobe évidemment les assistants sociaux, tout le personnel psychologue scolaire. Pardon si je dis des bêtises, mais voilà, c'est une façon de le... Et je sais que la pression est monumentale sur tous les profs et le personnel de vie scolaire. J'imagine que vous êtes tous souriants et sympathiques aujourd'hui, mais vous devez en avoir un peu lourd sur les épaules. Non, je souris parce qu'effectivement, on s'occupe, et c'est très bien, et c'est absolument indispensable, de la santé mentale de nos jeunes, mais on ne s'occupe pas de la santé mentale des personnes. Ben oui. Tout à fait. Oui, et donc en fait on est dans une situation dramatique aussi, parce que s'il y a désertion et s'il y a manque d'attractivité, ce n'est pas qu'une raison, j'imagine, de salaire. Non, il y a la question salaire. On a évoqué tout à l'heure la question de la perte de sens, finalement des missions empêchées, on pourrait le dire comme ça. Mais il y a aussi des choix qui sont faits au niveau institutionnel avec une réalité qui est que on fait porter aux enseignants notamment des choses qui ne sont pas dans leur mission originellement, en tout cas pas à ce point-là. Et d'ailleurs dans les mesures annoncées, c'est pas la première fois, on multiplie les référents en santé mentale, les référents en harcèlement, les référents en décrochage scolaire, où on va rajouter une mission à un personnel dont ce n'est pas les missions nécessairement, en plus de celles qu'il exerce déjà actuellement, alors que pourquoi pas mettre des référents pour faire les premiers repérages, pour pouvoir orienter vers les bons professionnels, c'est une bonne chose. Mais d'abord et avant tout, il faut pouvoir mettre les professionnels de santé scolaire au plus près des élèves, au sein des établissements et directement au quotidien avec les équipes pour justement pouvoir avoir cet accompagnement global chaque fois que c'est nécessaire. Bien, la santé et l'éducation sont extrêmement liés, des sujets très très forts et évidemment primordiaux pour une société qui fonctionne. Donc merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT nous parler de ce sujet si précieux, si important. Brice Castel, secrétaire général du syndicat unitaire des assistants sociaux de la fonction publique FSU, Dr Christophe Klech, secrétaire général du syndicat national des médecins scolaires et universitaires, UNSA Éducation. Merci à vous deux. Merci. On marque une courte pause.
retour dans le Grand JT. Je suis ravie d'accueillir à nouveau Charles-Henri Delalonde. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de la Fondation Voltaire. Aujourd'hui, on va parler à la fois vocabulaire et orthographe. Vous le faites évidemment tous les jours avec la Fondation, mais aussi avec les mots en or. Comment est né ce concours ? C'est la 6e édition des mots en or, concours francophone de vocabulaire qui est né en 2019. Une initiative de la Fondation pour favoriser l'acquisition de vocabulaire et surtout sensibiliser les plus jeunes, les 11-16 ans en l'occurrence, à l'acquisition, finalement au pouvoir des mots, à l'émancipation par les mots, au fait que enrichir son champ lexical, eh bien, ça permet vraiment d'agir, de penser avec nuance, avec précision. Et c'est ça qu'on a cherché à faire avec ce concours. D'où le choix de l'âge, effectivement, parce qu'on aurait pu imaginer qu'on commence bien plus tôt, mais évidemment, il fallait peut-être contenir en tout cas l'âge des élèves. Les mots, ça s'apprend très jeune. L'importance du choix lexical, l'importance de penser dans les mots et avec les mots, ça s'apprend à quel âge exactement selon vous ? Ça commence dès le plus jeune âge et c'est un bagage qui va s'enrichir toute la vie, tout au long de la vie. Et c'est vrai que plus tôt on commence, et d'ailleurs il y a des études sociales très sérieuses qui montrent à quel point dans le développement cognitif des jeunes enfants et ensuite dans l'acquisition de compétences citoyennes, de compétences professionnelles, le fait d'avoir un bagage solide en lexical d'une part, mais aussi syntaxique et puis également être à l'aise avec l'expression écrite, l'expression orale est décisif pour beaucoup de choses dans la suite. Donc, libéré par le pouvoir des mots, acquérir un champ lexical, un vocabulaire qui permette vraiment de s'exprimer avec précision, avec nuance, c'est quelque chose qui va nous aider toute la vie. Et c'est ça qu'on avait envie de proposer par l'intermédiaire des enseignants qui proposent aux élèves de la 6e à la seconde de participer en équipe à ce concours. Oui, on va le détailler ensemble, évidemment, ce concours. Alors, il y a plusieurs particularités, évidemment, les équipes et puis le nombre de pays, surtout 58 pays, hein, c'est absolument incroyable l'engouement. Juste, vous parliez effectivement de cette nuance, donc je rebondis sur ce mot-là qui, pour moi, résonne beaucoup en ce moment, cet éloge de la nuance qui est nécessaire aujourd'hui dans tout, on le voit bien en politique, hein, qui sont quand même assez polarisés, dans la vie de tous les jours avec les différents conflits. Est-ce que c'est cela aussi qu'il faut expliquer par l'apprentissage des mots, du vocabulaire de manière générale ? Ça nous permet de nuancer. Ça nous permet de nuancer et effectivement dans des sociétés de plus en plus polarisées, avoir les mots et puis avoir la capacité aussi de s'exprimer parce que parfois on sait bien que, et c'est Alain Bentolila, le linguiste, qui en parlait notamment dans ses travaux, quand on n'a pas les mots MOTS, on en vient au mot MAUX et la violence peut s'exprimer parce qu'on n'arrive pas à exprimer ses opinions, parce qu'on n'arrive pas à exprimer ses émotions, parce qu'on est finalement en quelque sorte bâillonné, faute d'avoir les mots pour le dire. Et donc les mots sont des armes et les mots sont aussi un vecteur de paix, de débat, de conversation, d'échange et avec les mots, avec la langue française encore plus. La richesse de la langue française on peut rapprocher les peuples, évidemment. Et ce pays si libre dans lequel, en tout cas, on a de la chance de vivre. 20 000 jeunes participants de 11 à 16 ans dans 58 pays cette année. Comment vous avez fait avec la Fondation Voltaire et puis donc ce concours Les mots en or pour fédérer autant ? La langue française fédère à ce point ? Elle fédère beaucoup. Les propositions pédagogiques de cette nature transfrontalière, c'est le français tel qu'il est parlé sur les 5 continents. Donc c'est vraiment un concours francophone dans son identité. Avec des accents différents. Avec des accents différents. Et avec des mots aussi, parce que le vocabulaire n'est pas toujours le même. On sait bien, au Canada par exemple, il y a des mots qui sont divulgachés, est arrivé en France, mais grâce au Canada. Exactement. Ouais. Et c'est précisément quelque chose qui plaît beaucoup aux enseignants qui le proposent à leurs élèves et qui probablement a contribué à l'ampleur que le concours connaît aujourd'hui. C'est le français tel qu'il est parlé sur les 5 continents, et donc on a à peu près 10% de mots de la francophonie. Donc les Belges apprennent des africanismes, les Français apprennent des québéquismes, et tout ça se croise, et tout de suite la langue française prend une ampleur qui va bien au-delà des frontières de chacun. Et donc ils prennent conscience aussi de ce que c'est que la francophonie, et que le français est une langue vivante, sur les 5 continents, et que le soleil ne se couche jamais sur la langue française. C'est ça, sur la France de manière générale en fait, sur la francophonie. Ce concours donc connaît un immense succès. Comment ça se passe? Donc il y a des espèces de pré-concours, de présélection au départ, puisque je vois que ce sont les 10 meilleures équipes, hein, c'est ça, des 5 continents qui vont s'affronter du coup en finale. Effectivement, un marathon de plusieurs mois en réalité, puisque les inscriptions commencent en septembre, et puis ensuite les premières équipes inscrites commencent à s'entraîner en novembre. Donc s'entraîner, ça veut dire pour une équipe de 7 élèves, découvrir
apprendre, maîtriser un corpus de 150 mots de vocabulaire, adapté par niveau évidemment. Le corpus de vocabulaire pour les 6e n'est pas le même que pour les secondes. Un exemple, pardon, pour qu'on se rende compte, un élève classique moyen a combien de mots de vocabulaire à son actif en général à l'entrée en 6e au collège, vous savez à peu près? Non, j'ai pas ce chiffre en tête. En plus, il y a des études qui ne sont pas toujours d'accord sur ah bon? Sujet. Les études ne sont pas d'accord? Non, effectivement. C'est fou. Mais en tout cas, on cherche, et c'est un travail avec plusieurs auteurs, avec un collectif d'enseignants, qui permet justement de calibrer que les corpus sont bien adaptés et que ce sont des mots qui sont au niveau des uns et des autres, mais pas forcément dans leur corpus de tous les jours. D'accord. Donc, il y a un enjeu d'acquisition, de découverte, et au mois de mars, qualification au sein des établissements. Ils doivent, par équipe, pouvoir épeler et définir sans faute 5 mots par personne, x 7, donc 35 mots pour une équipe. Je vous vois venir, ne me faites pas ce coup de me demander d'épeler un mot impossible à épeler. Mais est-ce qu'on va travailler aussi sur par exemple, des règles d'orthographe hyper basiques, de l'accord du participe passé qu'on connaît par cœur, à chaque fois on se plante, de l'heure singulier, l'heure avec un S, etc. Non, pas dans cette proposition. Au stade des qualifications, c'est vraiment sur l'écriture sans faute, l'épellation en l'occurrence sans faute, et la définition, c'est-à-dire le sens des mots, qui est importante. On n'est pas dans les règles de grammaire, d'orthographe ou de conjugaison. En revanche, pour les 25 meilleures équipes qui sont sélectionnées à l'issue de ces étapes de qualification, on propose une demi-finale qui est un exercice d'écriture collaborative. Et donc là, chaque équipe a 2 heures, encadrée par son enseignant référent, pour produire sous une forme littéraire libre un texte collaboratif, donc à plusieurs mains. On leur donne 15 mots, ils en sélectionnent au moins 7, et sur le thème qui leur plaît. Alors ça peut être la gastronomie puisque c'est le thème de l'édition. Et oui, exactement. 2025, mais ça pourrait être un autre thème également. Ils produisent un texte, une nouvelle, une poésie, un slam. Et donc là, il y a évidemment un exercice de transfert vers l'écrit des mots de vocabulaire qu'ils ont appris, de syntaxe, et aussi de grammaire, de conjugaison et d'orthographe. Forcément. Vous venez de le dire, le thème de l'édition 2025, c'est la gastronomie. Pourquoi ce choix ? Chaque année, on propose un thème qui colore un peu les éditions. Pour autant, le vocabulaire de la gastronomie ne représentait là aussi qu'un mot sur 10 dans les corpus qui ont été proposés, puisqu'on n'a pas envie de faire apprendre aux jeunes tout le champ lexical de la gastronomie, mais plutôt un bagage lexical qui va leur servir toute leur vie. La gastronomie s'en fait partie, mais pas que. Donc c'est des mots tout à fait savoureux. Comme quoi, par exemple ? Et c'est des mots aussi qui permettent de découvrir les saveurs justement de la francophonie Vous avez une idée et des autres pays. Par exemple, qui sont proposés ou pas en gastronomie ? Ah, vous me posez une colle, Virginie. Ouais, bah non, j'aime bien. Voilà, c'est l'idée de poser des colles. Moi, je m'attendais à celle de l'épellation qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, où je me plante. Donc, en tout cas, on parle de gastronomie. On essaye de créer, en tout cas, on sait pas qu'on essaie, on crée un texte collaboratif en demi-finale. Et on arrive en finale. Donc, 10 équipes, je le rappelle, qui s'affrontent. C'est exactement ça. Dans les 25 textes qui ont été proposés, on en a sélectionné 10 avec le comité de sélection, dont l'auteur Insa Sané, qui a présidé ce comité de sélection. Et ces 10 textes vont être lus à voix haute par les équipes finalistes, donc 2 équipes par niveau. Le lecteur ou la lectrice seront tirés au sort au dernier moment, juste avant la lecture. Et à l'issue, 5 équipes lauréates seront proclamées les grands gagnants des mots en or 2025 et pourront emmener leur équipe et même parfois leur classe pour un voyage culturel offert par la Fondation Voltaire. Génial, un voyage où ? Au choix ? Alors c'est toujours au choix des équipes et des enseignants. Attention, je n'ai pas oublié, il y a quand même 24 fuseaux horaires. Donc exactement. Si vous répondez au principe de francophonie. Non, on demande juste que ce soit une sortie culturelle. Ça peut être en équipe, ça peut être aussi en classe. Ouais. On a eu pour la France par exemple le musée de l'espace, le Louvre. On a eu diverses activités culturelles. Et la plupart du temps, on donne une suite favorable à un projet qui est proposé par l'enseignant ou l'enseignante. Alors, on parle d'équipes francophones et donc plusieurs pays, on l'a dit depuis le début, 58 pays cette année donc, qui participent. Dans les 10 meilleures équipes, la proportion des pays qui ne sont pas la France du coup, mais qui sont des pays avec des équipes francophones. Alors, il faut saluer l'énergie et le talent des équipes marocaines. Ah, génial. Qui sont très représentées cette année en finale. Ouais. On les embrasse, on les salue. On les salue avec beaucoup d'amitié. Elles représentent la moitié des effectifs qui sont présents en finale. Ah oui, quand même. Une équipe marocaine est présente pour chacun des 5 niveaux qui s'affrontent
mardi prochain. Et donc, en deuxième position, on a l'Arabie Saoudite qui présente une équipe. On a aussi le Royaume-Uni qui présente une équipe. Pareil. Et puis, la France est quand même représentée avec des équipes de plusieurs établissements également. Formidable. Donc vous l'avez dit, un voyage culturel, ça c'est sûr. Est-ce que cela va permettre aussi, parce que c'est quand même, j'imagine, l'objectif, de réconcilier certains élèves avec la langue française pour qui... Parfois, ça peut paraître un petit peu compliqué. Alors, c'est tout l'intérêt d'avoir à la fois le tutorat d'un enseignant référent qui peut accompagner ses élèves, qui peut accompagner les participants, puisque voilà, on s'est dit que c'est un travail de plusieurs semaines, de plusieurs mois parfois. Et puis, c'est aussi l'intérêt d'avoir une plateforme numérique d'apprentissage auto-adaptatif qui permet à chaque élève de s'entraîner en ligne et d'avoir un parcours qui est adapté à son niveau pour travailler, répéter, réviser et découvrir finalement, maîtriser ce corpus de vocabulaire. Donc ça, c'est une plateforme qui est mise à disposition avec la technologie et la pédagogie du projet Voltaire. Et puis, c'est l'intérêt aussi d'être en équipe. Parce que quand on est 7, il y a aussi cette émulation, cette énergie collective, cette bienveillance, je crois, j'espère, et vraiment quelque chose qui emmène tout le monde vers le haut et vers un niveau d'excellence, en tout cas pour ceux qui sont en finale mardi prochain. Libère le pouvoir des mots qui est en toi, c'est la devise des mots en or. Mardi prochain, une grande finale qui sera retransmise en direct sur School TV, sur notre chaîne. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT. Merci de nous accueillir aussi à la Fondation Voltaire et donc aux mots en or. On est ravis de participer également à ce projet. Merci Charles-Henri Lalonde. On va tout de suite retrouver Emma pour sa chronique. Emma, cette semaine, vous nous emmenez en Irlande où un sujet fait débat, notamment au pub, forcément en Irlande, c'est celui de la bière, mais sans alcool pour les enfants. Et oui, s'il était possible de trinquer au bar avec vos enfants à la bière sans alcool. Pourquoi pas? En tout cas, c'est ce que les Irlandais semblent faire en ce moment. C'est un sujet qui agite les comptoirs, puisqu'il est remonté même jusqu'au Parlement de Lille via le député Alan Kelly. Ce dernier relate le choc d'un serveur à qui des parents auraient commandé une bière sans alcool pour pouvoir trinquer avec leur fils. Et ce n'est pas un cas isolé dans le pays, à vrai dire. Cette scène s'observe de plus en plus régulièrement, avec un argument des parents qui est assez évident pour eux. Pourquoi pas? De toute façon, il n'y a pas d'alcool. Alors, en l'état actuel des choses, les brasseurs industriels vous diront que leurs produits ne doivent pas être vendus aux moins de 18 ans, mais ce n'est écrit nulle part sur l'étiquette. Ça, c'est ce que souligne Sheila Gilhan. Elle est directrice d'Alcohol Action Ireland. De quoi pousser la controverse un peu plus loin au cœur de la société. Alors évidemment, on comprend que ça fasse réagir notamment les politiques anti-alcool, d'où le fait que cette affaire soit remontée jusque dans les sphères politiques, Emma. Et oui, est-ce que vous avez déjà essayé de faire la différence, vous, entre une vraie bière et une bière sans alcool, visuellement? Alors absolument pas, ça ne m'intéresse pas, j'aime pas ça. Ouais. Moi non plus, mais en fait, à vrai dire, c'est quasiment impossible à faire, sauf si on est un as de la brasserie. Et donc, ça porte aussi à confusion le message qui est envoyé aux enfants. Donc, l'Alcohol Action Ireland, l'organisme chargé de la prévention de l'alcoolisme dans le pays, cet organisme, il alerte. Pour lui, ce serait familiariser les enfants avec le goût de la bière et donc les pousser à la consommation une fois adultes ou même bien avant. C'est un phénomène qui scandalise certains, comme ce monsieur à l'occasion de la Saint-Patrick. The place was buzzing. It was unreal, like, you know. There might be some questions about the legality of it all, but yeah, it's good for the town, like. Donc ce pub qui sert de l'alcool aux moins de 18 ans à la Saint-Patrick, tu te dis que c'est n'importe quoi et puis tu te rappelles que l'alcool est légal à partir de 10 ans dans ce pays. Voilà, c'est ce que ce monsieur raille sur Internet, ça montre un peu le mood en ce moment. Et puis il y a aussi une frontière morale qui évidemment déroute un peu pour le camp des plus protectionnistes, c'est tout simplement de voir un enfant se balader dans un bar avec une pinte ressemblant trait pour trait à une vraie Guinness. La vision, elle est surtout dérangeante avant d'être cocasse à leurs yeux. Mais bon, entre nous, ça c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'avant, il y a eu un temps où les Irlandais, ils étaient assez clients du fait de se retrouver entre parents et de mixer garde d'enfants et apéro. On regarde. This new creche has just opened in the Baldoyle suburb of Dublin, and it seems to be going down well with children of all ages. So what's so unusual about dozens of children playing away? This is a creche with a difference. 3 years ago, Granger's pub applied for planning permission to provide the country's first ever pub creche, but it was refused by Fingal County Council, who argued a public house wasn't the place for such a facility. But on board Planala intervened, and the rest, it seems, was child's play.
Et oui, voilà, il y a eu un temps où les pubs crèches, ça existait et ils aimaient bien apparemment. Mais bon, pour l'instant, il y a une petite inquiétude du côté des brasseurs. Ils ne veulent pas être accusés de quoi que ce soit, évidemment, surtout quand on sait que même dans les boissons sans alcool, ils peuvent quand même contenir une dose infinitésimale d'alcool. Mais alors pourquoi est-ce que servir de la bière sans alcool, bien sûr, à des mineurs est possible dans ce cas? Parce qu'il y a un vide juridique, en fait, ça se joue absolument qu'à cela. La loi, elle interdit bien la vente et la consommation d'alcool aux mineurs, mais rien n'est dit concernant la bière sans alcool. Et la controverse, elle se glisse à travers ce petit trou de souris. Alors du côté du camp des moins hygiénistes, une idée s'impose. Elle est assez surprenante, vous allez le voir. C'est celle de dégoûter les jeunes du goût de la bière. Plus ils en boiront petit, moins ils en vendront plus tard. Bon, on a bien vu après avec Obélix que tomber dans la potion magique quand on est gamin, ça ne pousse pas forcément au sevrage ensuite. Donc alors ce qui fait relativiser quand même dans tout ça, ce sont les chiffres. Comme partout ailleurs en Europe, la consommation d'alcool chez les jeunes sur l'île d'Émeraude, elle chute, c'est assez parlant. Une pensée à tous mes compatriotes légendaires qui ont choisi de rester sobres en ce week-end de Saint-Patrick. Pas d'inquiétude pour vous, vous ne sortirez pas du pub complètement paralytique lundi. Voilà, c'est ce qu'a écrit cette jeune femme sur ce TikTok. Et ça se confirme bien, selon le Health Research Board. En 1998, ce sont 83% des jeunes de 15 ans qui disaient consommer de l'alcool, contre 42% en 2022. Et puis les jeunes, ils sont les premiers à le dénoncer sur les réseaux sociaux. J'ai 22 ans et je ne bois plus maintenant. Je suis heureuse de cette décision. Je buvais, mais j'ai arrêté. Ça ne me convenait pas en fait. Mais vivre en Irlande signifie que je dois sans cesse expliquer mon choix parce que tout le monde veut comprendre pourquoi tu as arrêté de boire. Tu ne peux pas juste répondre que c'est comme ça. J'ai l'impression que si tu ne donnes pas une raison valable, ils veulent absolument connaître toute l'histoire derrière cette décision. Sinon, ils ont l'impression que tu te penses mieux qu'eux, car tu es sobre. Et ça, c'est carrément culturel. Voilà, alors pour revenir à nos bières pour enfants, le Parlement est appelé à statuer sur le vide juridique concernant la bière sans alcool, mais il faut aussi saluer la conscience des jeunes qui, s'ils ne sont pas abstinents, ont bien plus tendance à pratiquer le mindful drinking, la modération, que leurs parents avaient l'habitude de le faire. Rien que l'idée qu'ils aient le droit d'entrer dans un pub, c'est assez étonnant quand même, je trouve. Enfin bref, merci beaucoup Emma pour cette super chronique. On va tous retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Malgré les efforts accomplis depuis 30 ans, les inégalités de genre dans l'éducation, elles persistent. Oui, elles persistent et surtout dans le domaine des sciences. Et c'est crucial parce que, vous savez, l'ONU considère qu'à date, il faudra attendre un siècle attendre un siècle pour atteindre l'égalité femmes-hommes. Je dis à date parce que le sujet des sciences, de la data, l'IA, ça vient déformer cette trajectoire. C'est-à-dire que si les filles n'embrassent pas suffisamment les métiers scientifiques, les métiers techniques, les métiers liés à data et l'IA, qui seront vraiment des compétences clés, c'est la compétence majeure aujourd'hui définie par le World Economic Forum, Davos, eh bien, si les filles n'investissent pas le domaine des sciences, eh bien, on va reculer en termes d'égalité femmes-hommes et il ne faudra pas attendre un siècle, mais peut-être 2 pour qu'il y ait ce rattrapage. Donc moi, je ne serai plus là, mais je n'ai pas envie que les générations plus futures rament comme ça sur l'égalité femmes-hommes. Quel est l'impact de cette vie chère sur la réussite éducative sur le territoire martiniquais? L'impact, il est évident dans la mesure où, quand on veut acheter des livres, quand on veut acheter des cahiers, quand on veut acheter de la papeterie, tout est plus cher. Et lorsque tout est plus cher, eh bien on voit quoi? Une espèce une fracture, finalement, entre les gens, entre certains élèves, malheureusement. Donc là, déjà, il y a un impact à ce niveau-là. Impact qu'on essaie de réduire, parce que dans notre territoire, il y a beaucoup d'uniformes. On utilise d'uniformes pour éviter, pour avoir ce brassage concret. Mais je disais souvent, parce qu'il y a eu tous ces débats, monsieur le député, sur les uniformes, je me dis, mais moi je suis pas né en Martinique, mais c'est vrai que mes parents sont nés là-bas, et tous les étés, quand j'allais en vacances là-bas, mais je voyais tous les enfants à l'école publique ou privée, mais publique, ils sont toujours en uniforme. Oui, chez nous, il n'y a pas de débat. Il n'y avait pas de débat. Chez nous, en fait, il n'y a pas de débat. Ton petit polo, ton petit short. Voilà, le t-shirt. Blanc ou exactement, dépend, coloré, avec un jean. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Par contre,
c'est clair que au niveau scolaire, il y a des difficultés pour nos jeunes élèves parce que voilà, c'est ce problème économique qu'ont certains parents, qu'ont beaucoup de parents malheureusement, avec ces familles parfois, je vais dire désorganisées, avec des familles monoparentales qui sont très très importantes, donc des difficultés d'ordre social, même si il y a une assistance particulière qui est allouée pour ces parents, avec des caisses des écoles, avec des assistances sociales, mais les choses sont parfois compliquées, donc il y a cette fracture qui existe et qu'il faut résoudre. Ça concerne aussi les fournitures, les équipements scolaires, ça concerne tout. Ça concerne les chaussures, ça concerne donc toute la panoplie de vêtements, ça concerne aussi la fracture numérique. Ça, on en parle très peu, parce que nous ne sommes pas un territoire qui est concrètement connecté, en réalité. La fibre, il y a encore des zones blanches. Il y a des zones où il n'y a pas Internet. Ce qu'on remarque notamment avec ce que vous nous dites, notamment depuis quelques mois maintenant vers le haut quand on vous reçoit, c'est que l'école reproduit encore aujourd'hui des biais sociaux, des inégalités sociales et de genre, alors que c'est censé être un lieu d'émancipation. C'est ça. C'est votre constat aussi. Oui, et dès l'école primaire, on observe aussi que les filles lèvent moins la main que les garçons. Donc ça, même lorsqu'elles ont la bonne réponse. Donc ça, c'est parce que c'est pas une question de compétence, mais plutôt une question d'habitude sociale et de comment elles se positionnent dans la société. Il y a un constat qui est intéressant, c'est l'aménagement des cours de récréation. Qui joue un rôle dans la construction dès l'enfance. Aujourd'hui, le centre de la cour est souvent monopolisé par les garçons à travers des sports collectifs comme le football, et tandis que les filles sont sur les côtés. Et il y a même l'étude de l'atelier recherche observation égalité montre que 90% de l'espace est occupé par seulement 20% des élèves, et cette répartition elle n'est pas anodine puisque ça façonne inconsciemment la manière dont les enfants vont se placer dans l'espace public et donc dans la société. Donc dans la société, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire justement? Est-ce que vous avez des propositions? Peut-être si demain vous aviez Elisabeth Borne devant vous sur ce plateau, on l'espère un jour, mais compte tenu de ces inégalités, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait réaménager typiquement les cours de récréation, par exemple? Alors ça, c'est une idée. Je sais qu'à Strasbourg, ils ont tenté, là c'est encore en test, mais ils réaménagent l'espace en justement supprimant cet espace mono, je sais plus comment on dit. Dédié plutôt aux garçons, avec dédié aux garçons. Des espaces de foot notamment. Voilà, c'est ça. Elisabeth, votre engagement, il est aussi un peu lié à votre histoire personnelle. Vous racontez qu'au début de votre carrière, vous avez dû vous forger une carapace de combattante, ce sont vos termes, dans un portrait d'il y a quelques années que j'ai lu. Oui, j'ai dû me forger une carapace de combattante parce que je suis arrivée donc, dans ma première vie professionnelle à la télévision, sortant pourtant major de ma promo à l'école de journalisme de l'ESJ Lille, et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, voilà, je vous en laisse la responsabilité. Une des toutes meilleures en tout cas. Donc, voilà. Et très vite, j'ai vu arriver le plafond de verre parce que je suis arrivée dans le milieu de la télévision à une époque où il y avait peu de femmes métisses, présentatrices, où les femmes étaient encore... il y avait des stéréotypes. Et là, les indices sont super précis. Vous l'avez raconté, là encore, dans un portrait il y a quelques années. Vous dites, c'est pas compliqué. Je regarde les copains, les copines, et je vois que j'ai moins de coups de fil, moins de piges, moins de propositions. C'est juste factuel. Ah, c'était factuel, effectivement. J'ai ramé plus que mes copains qui sortaient même d'écoles de journalisme moins cotées que le SJ, parce que voilà, il y a une culture du moule en France, et c'est ça aussi c'est aussi l'objet de Capital Phi, c'est-à-dire on sait que nos filleuls qui ne sont pas nés dans le bon quartier, qui ont des origines ethniques peut-être différentes, mais voilà, c'est un plafond de verre, un deuxième qui vient se greffer, et donc c'est pour ça que j'ai à cœur cette mission de président de Capital Phi, parce que j'ai eu la chance, moi, plutôt de grandir dans un milieu privilégié, mais j'ai bien avec des parents d'abord qui avaient fait de très belles études l'un et l'autre, et qui par ailleurs étaient très attachés à tout ça. Donc vous êtes un peu le produit de la méritocratie républicaine quand elle fonctionne, quoi. Exactement. Voilà. Exactement cela, et qui a fonctionné dans le milieu éducatif, mais à un moment, il y a eu un plafond de verre dans le milieu professionnel. C'est-à-dire quand je passe un casting sur une chaîne d'infos continue, que j'arrive en finale, qu'on m'explique que j'ai fait la meilleure prestation de très loin, mais qu'on ne veut pas m'embaucher parce que je suis une prise de risque. Voilà.
Giovanni Williams, c'est une association que vous soutenez. Pourquoi ce combat vous tient-il particulièrement à cœur ? C'est un combat qui me tient à cœur parce que le suicide d'un enfant, c'est l'échec d'une société. Madame Jean-Marie et sa famille font un travail extraordinaire qu'il faut soutenir. C'est une association qui a aussi des difficultés parce que si on a ouvert par exemple un numéro vert, un numéro d'accueil pour entendre les familles et les enfants par exemple qui sont en difficulté, qui sont en souffrance, malheureusement dans notre territoire nous avons 6 heures de décalage. Ce n'est qu'un petit exemple mais c'est beaucoup. Et ce qui veut dire que ce numéro n'est pas forcément ouvert à des tranches horaires adaptées pour notre territoire. Ça, c'est un exemple. Et c'est ça aussi le sens du travail que nous faisons, c'est l'adaptation de ce qui se passe en France, que ça se passe aussi dans nos territoires. Et vraiment, Madame Jean-Marie, elle sensibilise énormément de jeunes. Parce que, pas uniquement ceux qui se sentent harcelés, mais aussi les harceleurs. Parce que le harceleur, c'est aussi un enfant. C'est un enfant aussi qui est dans la souffrance. Et ce sera derrière une famille dans la souffrance. Donc il faut aider ce type de structure parce que les choses partent aussi de là. Cet écart qui démarre dès le CP, ce qui est quand même assez étonnant parce qu'a priori ces enfants à cet âge-là n'ont pas forcément conscience du poids social qui peut être mis sur eux, etc. Malgré tout, cet écart, il évolue au fil de la scolarité et à un moment, il devient presque irrattrapable. Notamment au lycée. Alors, la manière aussi dont les filles s'expriment ou non, comme je disais tout à l'heure, a un impact direct sur leur choix d'orientation et sur leur trajectoire professionnelle. Lorsqu'elles hésitent à prendre la parole en classe, notamment en mathématiques ou en sciences, elles développent moins de confiance en elles et en ses capacités et en leur capacité dans ces matières. Résultat, elles s'autocensurent, elles s'orientent moins souvent vers des filières scientifiques et techniques. Aujourd'hui, elles sont seulement 39% des élèves en filière scientifique et elles ne représentent que 28% des effectifs dans les écoles d'ingénieurs. Et pour autant, on en a besoin. Il nous manque 20 000 ingénieurs et 60 000 techniciens chaque année. Donc, il y a encore un peu de boulot à faire sur ce sujet. Et cela montre effectivement à quel point on a besoin notamment des jeunes filles et des jeunes femmes dans ces filières. Alors, il faut aussi qu'on parle de la formation des enseignants, puisque ce que je comprends en tout cas de ce que vous nous dites, c'est qu'il y a un sujet au niveau des enseignants, on demande beaucoup à l'école effectivement, mais presque culturel, les enseignants reproduisent eux aussi de manière totalement involontaire ces stéréotypes et ces biais, et ce notamment depuis le CP. Donc est-ce qu'il y a un sujet de formation aussi des enseignants, Marion ? Oui, tout à fait. Alors, dans le plan filles et mathématiques de Elisabeth Borne, une des premières mesures, c'est de sensibiliser les enseignants à ces sujets-là, à déconstruire ces stéréotypes de genre. Mais il faut aller plus loin, puisqu'elle propose une sensibilisation de 2 heures avant le 15 septembre, donc aux environs de la rentrée scolaire. Voilà, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie à la réalisation aujourd'hui. Xavier Sanchez, le son, Héloïse Merlin, Laure Edmond au maquillage, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous. À demain. Ciao.